Gérard Larcher, le président du Sénat, est l'invité de Bouge la France ce soir. Avec Pierre-Henri Gergonne, nous allons lui poser des questions relatives à la réforme du Sénat qu'il entend mener. On parlera également économie dans un instant avec Jean-Louis Gombault sur les chefs d'entreprise qui ont le blues. Et puis de justice avec Sabine Cordès, comment traiter le terrorisme. C'est dans un instant Bouge la France en direct, juste après le journal de Savaria Rojek. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Sénat adopte deux sujets polémiques, la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans pour tous les salariés et la retraite à 65 ans pour les pilotes. Malgré une grève de 4 jours, les personnels navigants pourront donc voler 5 années de plus. Flora Sauvage. Travailler au-delà de 60 ans, ce sera désormais possible pour les pilotes de ligne. Malgré la présence d'une dizaine de pilotes opposés à cette mesure dans les tribunes de l'hémicycle, les sénateurs ont approuvé hier soir cette disposition. Le gouvernement a amendé le texte pour encadrer la possibilité offerte aux pilotes de travailler jusqu'à 65 ans. La limite d'âge pour le personnel navigant technique demeure fixée à 60 ans. C'est marqué noir sur blanc. Les personnels qui le souhaiteront pourront toutefois continuer à exercer leur métier au-delà de cette limite. L'opposition est vivement montée au créneau contre cet article. Pour la gauche, cette disposition met en péril la sécurité des passagers et l'emploi futur des jeunes pilotes. Demander à une catégorie professionnelle dont il est reconnu que les contraintes liées au métier ne sont pas compatibles avec une baisse de performance liée à l'âge, allons, monsieur le ministre, soyons sérieux. À gauche, on craint les conséquences que cette disposition risque d'avoir dans d'autres secteurs d'activité. Il y a cette instillation d'une idée qu'il faut absolument prolonger la durée de travail, alors soi-disant pour les volontaires, jusqu'à 65, voire 70 ans. L'article a été adopté par 200 voix contre 139. Le PS, le PC et les Verts ont voté contre. Comment en finir avec les niches fiscales sur fond de crise économique? C'est l'une des principales mesures du budget 2009. Investissement dans les dom-toms, location de meublés. Désormais, toutes ces réductions d'impôts ne pourront pas dépasser 10% du revenu imposable. Anne-Louise de Rohan. Fini le cumul des avantages fiscaux, l'Assemblée a tranché. Désormais, les niches fiscales ne dépasseront pas 25 000 €, auxquels s'ajouteront 10% du revenu. Mais toutes les niches ne seront pas remises en cause. Il faudra regarder dispositif par dispositif, les DOM, les loueurs de meublés professionnels, les monuments historiques, plafonnés ou pas plafonnés, pour prendre ces exemples, pour essayer de trouver le régime le plus équitable. Car ces différentes niches offrent des avantages fiscaux illimités et pour l'opposition, seules les plus sociales doivent être épargnées. Il y a des niches utiles à l'économie et il y a des niches utiles au bien-être social. Il faut leur donner une durée de vie limitée, les évaluer par rapport à cet objectif. En 2007, plus de 7 000 contribuables ont réussi à échapper à l'impôt sur le revenu grâce au cumul des avantages fiscaux, un nombre qui augmente chaque année. Il faut sauver les PME, c'est le cri d'alarme du MEDEF. Pour Laurence Parisot, l'investissement des entreprises françaises va connaître un retournement majeur. Elle évoque même une forme de petite maltraitance des banques qui, du fait de la crise, refusent des crédits. Seule contre tous, c'est en tout cas l'image que veut donner Ségolène Royal. Elle dénonce un front pour l'empêcher d'accéder à la tête du parti. Pour autant, ce n'est pas la première fois que la candidate subit les attaques des poids lourds de la gauche. Marina Drusset, Élodie Lemahou. Seule contre les caciques du Parti socialiste, c'est en tout cas l'image que Ségolène Royal tente de donner depuis le ralliement de Bertrand Delanoë à Martine Aubry. Elle occupe les médias pour dénoncer un front anti-Ségo et joue à fond la carte des militants. Je ne veux rien dire de désobligeant, mais bon, ce n'est pas la première fois que le vote des militants n'est pas respecté par ceux-là même qui sont encore en scène. Copieusement sifflée lors du congrès de Reims, Ségolène Royal était pourtant arrivée en tête le 6 novembre lors du vote d'émotion avec 29% des voix. Ce n'est pas la première fois que la présidente de la région Poitou-Charentes affronte les éléphants du parti. Depuis qu'elle a remporté en novembre 2006, à la surprise générale, les primaires socialistes pour la présidentielle, elle subit de nombreux colibés. Je ne suis pas une faible victime, je ne suis pas une faible femme, je suis, comme disent les Antillais, une femme debout.
Je suis une combattante. La combattante a essuyé une défaite face à Nicolas Sarkozy, mais sa confiance en elle n'avait pas paru réellement entamée. Quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. J'ai donné toutes mes forces et je continue avec vous et près de vous. Les mois qui ont suivi ont été difficiles. Celle qui dit n'avoir peur de rien a réussi progressivement sa stratégie de reconquête du PS. Avec une tactique qui s'avère efficace, le pavé dans la mare, des déclarations chocs qui font parler d'elle. J'appelle ceux qui ont des difficultés financières pour régulariser leurs 2 années de cotisation à prendre quand même leur droit de voter et de participer à l'avenir de notre parti. Nous les rembourserons. Malgré sa ténacité, Ségolène Royal risque d'avoir du mal à convaincre la majorité des partisans socialistes. Qu'importe, celle qui a toujours cru au vote souverain des militants a promis de se ranger derrière celui ou celle qui sera élu. Voilà, la tension monte donc au PS. Ce soir, Bertrand Delanoë raille le soutien de Ségolène Royal à Georges Frêche, l'ancien maire de Montpellier, exclu du parti pour avoir tenu des propos racistes. Je ne prends pas les choses sur un ton agressif. Pour ce qui concerne le sens de l'honneur, je pense que j'ai prouvé que défendre ses convictions sincèrement, sans tenir compte de son intérêt personnel, en ne tenant pas compte des rancœurs, des règlements de compte, justement. Hein, s'il y en a un qui n'en tient pas compte, c'est moi. C'est le sens de l'honneur. Et voilà, je préfère la manière dont je porte, justement, ce sens de l'honneur que certaines fréquentations qui me paraissent moins honorables, comme celle de Georges Frêche. Il l'avait annoncé lors de son élection, il le confirme aujourd'hui. Gérard Larcher veut faire le ménage au Sénat. Après les polémiques sur le train de vie de la Haute Assemblée, le nouveau président annonce des mesures d'économie. Thomas Raguet. Moins de dépenses, plus de contrôle. Gérard Larcher a placé sa conférence de presse sous le signe d'une meilleure gestion du Sénat. Le Sénat aura un budget 2009 identique numériquement à celui de 2008. Signe de cette rationalisation des moyens, les appartements de fonction passeront de 54 à 20 d'ici la fin 2009. Nous serons à la fin à une vingtaine d'appartements, donc le président plus 3 questeurs, ça en fait 4, et donc 16 pour des fonctionnaires de plusieurs niveaux. Mi-septembre, une polémique surgissait au sujet d'un appartement de fonction attribué à vie à l'ancien président du Sénat, Christian Poncelet. L'immeuble où il se trouvait sera entièrement transformé en bureau. Autre bilan souhaité, celui de votre chaîne Public Sénat, créée en 2000 et diffusée depuis 2005 sur la TNT. Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Nous avons décidé d'établir un bilan sur son fonctionnement, de mesurer son audience, d'ici la première décade de février. Enfin, Gérard Larcher a plaidé pour plus de transparence en matière de gestion du Sénat et a ouvert la porte à un éventuel audit de la Cour des comptes, répondant ainsi à l'appel de Philippe Séguin il y a quelques semaines. Nous souhaitons que les comptes certifiés, et la certification des comptes, la Cour des comptes a aussi sa place, et audités du Sénat, doivent pouvoir être consultés par tous les citoyens de manière compréhensible sur le site du Sénat. Le Sénat... Bref, Gérard Larcher, vous l'aurez compris. Des choses bien au carré, j'aime beaucoup ça. Voilà, Gérard Larcher, qui sera l'invité de Pierre Sled, a évoqué le sujet, la gestion du musée du Luxembourg. Querelle financière, manque de transparence. Le Sénat a demandé un audit pour le début de l'année prochaine. Camille Jean-Marchal. Depuis 2000, à la demande de Christian Poncelet, c'est une société privée, SVO Art, qui gère le musée du Luxembourg. Mais début 2008, une querelle interne a mis en lumière le financement du musée. Une exposition, le Trésor des Médicis, a été annulée suite à un conflit opposant SVO Art et la responsable de la programmation. En cause, les recettes qu'engendrent de tels événements. Pour Sylvestre Verger, le Sénat ne verse pourtant pas un centime au musée. Le rôle des SVO dans la gestion du musée du Luxembourg, c'est justement la gestion du musée du Luxembourg. C'est qu'en 2000, le Sénat m'a appelé pour gérer le musée du Luxembourg, pour produire à mes frais et risques les expositions du musée du Luxembourg. Une redevance de l'équivalent de 2% du chiffre d'affaires de chaque exposition est ainsi reversée au Sénat. Le musée est donc une affaire rentable. Mais au moment où l'on critique l'opacité du financement du Sénat, son nouveau président, Gérard Larcher, veut imposer de la clarté. Nous avons décidé de faire un audit extérieur sur son avenir. Et d'ailleurs, dans les délégations, une des délégations a pour
mission de réfléchir à la communication interne et externe et au musée. Réponse donc début 2009 pour connaître le devenir du musée du Luxembourg. Miro, Warhol et les autres, quant à eux, restent indifférents à cette polémique et s'exposent jusqu'au 29 février. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Le président du Sénat, Gérard Larcher, invité principal de Bouge la France, il détaillera les mesures d'économie qu'il compte prendre pour améliorer la gestion et l'image de l'institution. On programme également le droit, pas simple à mettre en œuvre pour les actes liés au terrorisme, et l'économie au moment où le MEDEF s'inquiète de l'évolution du tissu industriel. Tout de suite, Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Hier Pierre. à Istanbul, 57 chefs d'entreprise ont poussé un cri d'alarme par rapport à la situation actuelle, à la situation économique. Ce cri a été repris en écho aujourd'hui par le MEDEF, en l'occurrence Laurence Parisot, qui dit que la situation est préoccupante. Alors bon, on est bien placé pour savoir que c'est vrai, ça fait des mois qu'on dit qu'elle est préoccupante. Pourquoi il y a cette pression d'un seul coup? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, je pense qu'il y a un véritable désarroi des chefs d'entreprise, les 57 qui ont signé, et ainsi que Madame Parisot. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est pas aussi catastrophique que ça. C'est-à-dire, on a déjà connu des croissances zéro. On nous promet un moins 0,3, moins 0,5% pour 2009. On a déjà connu ça en 1993. Donc, c'est pas des situations exceptionnelles. Et pourtant, le désarroi est patent. Je crois qu'on n'a jamais vu 57 chefs d'entreprise européens, parmi lesquels vous trouverez le PDG de Nokia, le finlandais, vous trouverez le PDG de Siemens, l'allemand, le PDG de Saint-Gobain, un français, le PDG de Nestlé, un suisse, donc c'est pas n'importe qui. Et ils sont tous d'accord. Et ils sont tous d'accord sur ce communiqué qu'ils ont envoyé à leurs chefs de gouvernement respectifs. Ils représentent 5 millions d'emplois à travers l'Europe, 1600 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près le PIB de la France. Donc c'est un poids considérable. Donc ces gens-là, quand même, tirent une sonnette d'alarme et disent jamais, disent-ils, on a vu une situation se dégrader ainsi en quelques semaines. Quant à Madame Parisot, qui a fait sa conférence de presse mensuelle ce matin et qui a dit que la situation est très préoccupante, celle-là, il y a un aspect un petit peu particulier qui est, je dirais, un aspect français, parce que Madame Parisot dit ça depuis 2 ans, donc elle va peut-être finir par avoir raison. Donc, mais là, il y a un pessimisme français qui est très marqué chez les chefs d'entreprise français, ce qui reflète d'ailleurs l'opinion publique française. En samedi dernier, le Financial Times publiait un sondage inter-européen et on remarquait la chose suivante, les Français sont les plus pessimistes d'Europe et pourtant les Français sont ceux qui jugent le moins mal, je ne dis pas le mieux, le moins mal la politique de leur gouvernement. Donc on avait ce contraste, il y a un pessimisme notoire qui est marqué chez Mme Parisot aussi. Alors je reviens à ces chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Quelle est l'urgence pour eux? Alors pour eux, l'urgence, ils le disent, c'est le problème du crédit. Standard & Poor's a publié hier une statistique assez intéressante qui dit que d'ici à 3 ans, les entreprises européennes auront besoin de 2500 milliards de dollars pour refinancer tous leurs prêts, car elles sont toutes endettées, bien entendu, et leurs besoins, il faut que ça tourne. Or, dans toute l'Europe, le crédit est pratiquement bloqué, il est, disons, stagnant. Donc à partir de là, ces chefs d'entreprise disent mais qu'est-ce qu'on va devenir si on ne peut pas refinancer nos prêts comme de façon normale? Donc on a un assèchement, on a ce qu'on appelle un credit crunch. Je rappelle que Irving Fisher, prix Nobel, en 1933, avait bien expliqué que la crise de 29, ses fondements étaient là, c'est-à-dire sur le fait qu'il y avait un total assèchement du crédit qui a bloqué l'ensemble de la production. Donc il y a protestation auprès des banques et ils se retournent cette fois-là vers les gouvernements et ils disent bon, assurez notre trésorerie, donnez-nous des marchés pour pouvoir avoir de la trésorerie. Vous l'avez bien fait pour les banques, faites-le pour nous. Un peu, d'une certaine façon, oui, au moins donnez-nous marché. À cela, évidemment, les gouvernements répondent regardez nos finances publiques et nous sommes devant une vraie difficulté pour ça. Les patrons américains, ils ont le même problème? Alors oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, structurellement, depuis toujours,
l'optimisme dépasse le pessimisme et ils sont toujours systématiquement plus optimistes que nous et les chefs d'entreprise comme leur population. Et là, le pessimisme américain rejoint en ce moment dans les sondages le pessimisme européens. Ils se trouvent, eux, dans une situation quand même très particulière. Par exemple, aujourd'hui, on apprend que les prix à la production aux États-Unis ont baissé de 2,7% le mois dernier, ce qui est absolument considérable. On n'a jamais vu ça depuis 1945, c'est-à-dire qu'on passe d'une tendance inflationniste, on avait peur, à une peur de la déflation. Aujourd'hui, c'est ça la grande crainte. Et ces chefs d'entreprise ont ensuite un deuxième problème, c'est qu'on est dans une phase transitoire. Et vous avez vu que M. Paulson aujourd'hui a dit bon, j'arrête le plan Paulson, si je puis dire, j'attends l'arrivée de la nouvelle équipe. Donc d'ici à l'installation de M. Obama, il risque de ne rien se passer au niveau de la Maison-Blanche et de la politique, alors il risque de tout se passer sur le plan de l'économie et des entreprises. Pour clore la page américaine, le Dow Jones termine à plus 1,77 et le Nasdaq à moins 0,29 ce soir. Merci beaucoup Jean-Louis. Je reçois maintenant, en compagnie de Pierre-Henri Gergogne, Gérard Larcher, le président du Sénat. Des mesures fortes pour plus de transparence. Le nouveau président du Sénat, Gérard Larcher, a développé aujourd'hui les mesures qu'il compte prendre pour redonner à la politique toute sa place dans la Haute Assemblée et faire correspondre l'image du Sénat à la réalité de son travail dans Bouge la France ce soir. Gérard Larcher détaille ses ambitions pour, dit-il, placer le Sénat à l'écoute des Français, des territoires et de ses élus. Bonsoir Gérard Larcher. Bonsoir. On sera à deux pour vous interviewer ce soir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à poser. On a suivi votre conférence de presse aujourd'hui. Vous voulez réformer un petit peu le train de vie du Sénat. Comment vous expliquez que justement l'opinion publique parle toujours de train de vie fastueux du Sénat et jamais celui de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Moi, le 14 octobre, dans mon premier discours aux sénateurs, j'ai souhaité dire deux choses. Le Sénat doit être, j'allais dire, dans son cœur de métier. Faire la loi, contrôler le gouvernement, engager la prospective et donc faire de la politique. Mais en même temps, il faut que le Sénat soit mieux connu des Français. Et d'ailleurs, quand vous parlez de train de vie et d'images parfois caricaturales, déformées du Sénat, je crois qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui entre le Sénat, les Françaises et les Français. Et cette méconnaissance, nous devons ensemble lui apporter une réponse. C'est la responsabilité du Sénat, c'est aussi la responsabilité des médias, et je vous propose qu'on la fasse ensemble. Alors, quand on vous entend, on a quand même l'impression que vous voulez remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Est-ce que vous réclamez, vous revendiquez un droit d'inventaire? Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la maison. Et donc, il est vrai que, très clairement, j'ai dit que les Français, nous étions comptables devant eux, qu'il fallait naturellement des moyens financiers pour faire vivre une institution comme la nôtre, mais ces moyens devaient être dédiés en priorité sur les fonctions qui sont les nôtres. Voilà pourquoi j'ai proposé tout simplement un budget 2009, et je l'ai proposé dès le 14 octobre, dès mon premier discours, avec des chiffres identiques au budget 2008, pas simplement pour se conformer à l'ère du temps, mais il est vrai que l'ère du temps, c'est un effort demandé aux Français, c'est beaucoup d'interrogations. Jean-Louis Gombault le disait il y a un instant, il y a beaucoup d'interrogations économiques et financières. Le Sénat se doit aussi de partager les inquiétudes des Français. Et de donner l'exemple. Alors, à propos de ce budget 2009, qui sera identique à celui de 2008, donc il y a un budget qui va générer des économies, vous l'avez dit, de 4,3 millions d'euros. Est-ce que pour vous, ce sont des économies significatives dans le budget du Sénat? Elles sont des économies significatives, naturellement, 4 300 000 euros dans un budget d'environ 330 millions. Oui. Certains trouveront que c'est modeste, mais quand on calcule l'augmentation du nombre de sénateurs, la prévision, à la suite de la révision constitutionnelle, de la mise en place éventuelle de 2 commissions, c'est un effort significatif. Et d'ailleurs, quand on regarde depuis 4 ans l'évolution du budget du Sénat, c'est un budget qui évolue moins que celui de l'Assemblée nationale, moins que celui d'autres institutions. Il n'empêche que nous avons recherché avec les questeurs en un mois d'apporter des réponses. Comment rendre plus efficace le Sénat? Comment aussi, j'allais dire, réorganiser notre gestion? C'est l'effort que nous conduisons sur l'immobilier. Les sénateurs sont souvent assez mal, j'allais dire, logés et accueillis. Quand je dis logés, je parle de bureaux par rapport aux députés. Nous avons encore des collègues dans des bureaux avec
1 ou 2 collaborateurs de 9 mètres carrés. Le cœur de métier pour eux, c'est de faire la loi. C'est sans doute pas réglementaire pour l'ancien ministre du Travail, mais voilà pourquoi nous allons tout simplement passer de 54 appartements de fonction à 20 appartements de fonction. Naturellement, il faut des appartements de fonction pour assurer le bon fonctionnement de cette maison et en même temps transformer une partie de notre parc immobilier. Monsieur le Président, quel est l'esprit de cette réforme? Je parle des appartements, de la gestion immobilière du Sénat. Est-ce que l'esprit, c'est de mettre un terme à des avantages ou est-ce que l'esprit, c'est de donner au Sénat un meilleur outil de travail législatif? Un meilleur outil de travail dans la transparence. J'ai dit que ceci méritait une analyse, nous l'avons fait depuis un mois, cette analyse, nous l'avons faite. Le 16 décembre, j'aurai l'occasion de présenter ce que j'appelle la procédure de contrôle des comptes du Sénat. Et comme je m'y étais engagé, c'est avec sérénité, avec esprit d'analyse, mais avec détermination, que nous mettrons en place une gestion que je considère adaptée aux temps qui viennent pour que le Sénat réponde au mieux à ce qui est son cœur de mission, son cœur de fonction, au service du pays. Monsieur le Président, encore un point de détail, on a parlé des appartements, on peut également parler de la meilleure gestion du parc automobile du Sénat, des cylindrés de moindre importance, vous l'avez annoncé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une question d'affichage dans cette annonce? Est-ce que la restauration de l'image du Sénat passe aussi par là? Mais la restauration de l'image du Sénat, en tous les cas, sa rénovation, passe par une gestion qui doit être exigeante. Et pardonnez-moi, y compris pour un ménage ou une entreprise, aujourd'hui, quand on fait des efforts de gestion, on examine tous les segments de cette gestion. Je ne vois pas au nom de quoi le parc automobile ne serait pas demain plus efficace. Qu'en même temps, où nous apprêtons à voter le Grenelle 2, nous nous imposerions pas, y compris dans l'usage de notre parc automobile, des principes de maîtrise, j'allais dire, dérogés, de la puissance et d'une meilleure utilisation. Je crois que ça fait partie, pas simplement d'un effet d'affichage, mais d'une logique. De même que nous avons examiné comment nous organisons les voyages qui sont nécessaires. Tous ces points ont été passés ce matin pendant 3h15 de bureau au crible de nos collègues, qui est aussi un esprit de collégialité. Nous travaillons ensemble sur ces sujets, toute sensibilité politique confondue. Voilà pourquoi j'ai pris la décision. Ça, c'est l'esprit collégial de Gérard Larcher. De donner une délégation à tous les vice-présidents, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc, aussi bien les vice-présidents socialistes que les vice-présidents communistes à une délégation. Gérard Larcher, qu'est-ce que vous comptez faire du musée? On a compris que vous enquêtiez un petit peu. Est-ce que vous remettez en cause son fonctionnement, voire son utilité? D'abord, le musée, regardons. Vous êtes là dans le plus ancien musée d'Europe. D'ailleurs dédié, il y a près de 250 ans, à l'art moderne. C'est un musée qui a toujours été attaché à cette maison, point qu'on l'appelle musée du Luxembourg, c'est dire la symbiose. En même temps, un musée qui, depuis 2000, dans le cadre de la rénovation qui a été conduite, de la rénovation de son fonctionnement, a eu un très grand succès, 5 millions de visiteurs. En même temps, la nécessité d'y voir clair. La nécessité, sans doute, de penser autrement, peut-être dans le cadre d'une délégation de service public, les relations entre le musée et ceux qui l'exploitent. Et donc, la nécessité d'auditer, pas par goût d'audit pour l'audit, pour y voir clair. Et puis ensuite, les questeurs, le vice-président en charge de ce sujet, qui sont d'ailleurs aidés par un secrétaire, eh bien, fera des propositions au bureau, le bureau m'éclairera, et je trancherai. On a la volonté, tout simplement, d'y voir clair. Alors vous faites des audits un petit peu partout, il y a le musée, il y a les appartements, il y a Public Sénat. Vous redoutez de découvrir des choses que vous ne connaissez pas? D'abord, pas des audits partout. Il y a l'audit annuel des comptes. Il y a un audit sur le musée. Et il y a des réflexions sur l'organisation du personnel, comme il y a des réflexions sur l'avenir de cette chaîne, qui est un vecteur formidable de l'image du Parlement. Et il n'empêche qu'il me paraît nécessaire, au début de ce mandat, que nous y réfléchissions ensemble, d'autant que nous avons un certain nombre de rendez-vous au début de l'année. Et donc de regarder les choses, de les imaginer, ce n'est pas de dire « je redoute ». Je veux simplement que le bureau, donc le Sénat, et au travers du Sénat, les Français y voient clair. Et tout simplement qu'ils ne se disent pas, derrière les magnifiques dorures qui sont la richesse de notre histoire, il y aurait des choses qui ne seraient pas dissibles. J'ai souhaité
La transparence, pas pour la transparence, mais tout simplement parce que j'aime bien les choses au carré. C'est comme ça que j'aime gérer les choses. Les opérations culturelles, les opérations de communication, vous allez mettre la pédale douce aussi? Je crois que nous allons... C'est quelque chose d'important. Voilà pourquoi nous réfléchissons à quelle sera la politique de communication demain du Sénat. Je crois que nous allons faire plutôt une pédale qui va choisir un certain nombre d'éléments de communication pour les recentrer, se poser par exemple la question ce matin d'un projet d'aménager le RER Luxembourg. Je suis pas sûr que ce soit notre cœur de métier que d'aménager une station de métro aussi sympathique soit-il. Voilà, typiquement, un sujet sur lequel nous avons échangé ce matin. Je rappelle que notre boulot, c'est de faire la loi, de représenter les territoires, de contrôler l'action du gouvernement. Et moi, j'avoue qu'une mission, par exemple, qui va se pencher sur les entreprises au cours de l'année 2009, qui va être amenée à un certain nombre de propositions, notamment concernant la relance économique, voilà, à cette mission, il faut lui donner les moyens de faire la clarté, d'évaluer, notamment au travers des études d'impact, et ça me semble être la priorité pour les finances du Sénat. Alors Gérard Larcher, vous demandez, vous exigez la transparence des comptes de l'institution. Comment va s'organiser concrètement le contrôle de ces comptes du Sénat pour qu'ils soient transparents, accessibles et compréhensibles aux Français? Alors là, je vous donne rendez-vous le 16 décembre, car nous allons présenter un schéma du contrôle des comptes, et un schéma qui soit compréhensible par d'autres que les questeurs, peut-être le président, et encore, et que par un public très averti. Je voudrais que les Françaises et les Français comprennent, de manière simple, comment on contrôle les comptes. Et naturellement, comment se situe la certification au bout de ces comptes. Alors méfions-nous des clichés qui évoquent d'un côté la Cour des comptes, qui serait l'alpha et l'oméga, le reste qui serait la nuit profonde. Je crois qu'il faut y voir clair, et surtout que nos concitoyens aient le sentiment qu'on leur dise tout. Et c'est là-dessus que je serai exigeant le 16 décembre prochain. Je serai exigeant, pas moi, l'institution. Moi, ça n'a aucune importance dans cette affaire. Simplement, je me suis engagé. Quand j'ai reçu l'espèce de don de confiance de mes collègues qui m'a porté à la présidence du Sénat, ce don, il avait aussi un certain nombre d'interrogations, un certain nombre d'attentes. J'ai essayé d'y répondre. Il y aura d'autres sujets. On parle aujourd'hui de la gestion de la maison. Il y aura, dans les semaines qui viennent, des sujets d'actualité, l'avenir des collectivités territoriales. Est-ce qu'on imagine comment on soutient l'économie dans une période difficile? Il y aura les grandes lois éthiques de l'année 2009. Et combien d'autres sujets qui vont nous rassembler dans les temps qui viennent? Il y a le sujet fondamental, qui est le rôle de défenseur des libertés individuelles et collectives de toute haute assemblée dans les grands pays démocratiques. Je crois dire que la crise actuelle ne doit pas nous faire oublier nos missions fondamentales, et simplement les moyens financiers, c'est un outil. Ça n'est pas en soi l'objectif final d'une assemblée comme la nôtre. Bien sûr, encore une question, Monsieur le Président, sur ces moyens financiers. On évoquait les 4 millions d'économies. On a moins parlé peut-être de ces fameux 1,6 milliard des réserves du Sénat. Est-ce que vous comptez jeter un coup de projecteur sur ça? Bien sûr. Pardonnez-moi de dire, ça c'est le deuxième temps, 16 décembre. Il s'agira de la question des retraites. Et on regardera les flux entre l'État, les retraites des sénateurs comme les retraites des députés, comme d'autres assemblées. Et vous verrez que les choses sont à la fois plus simples. Je veux simplement, là aussi, avoir des choses parfaitement au carré. Voilà pourquoi j'avais d'ores et déjà annoncé dès le 14 qu'il nous faudrait un peu de temps. Je veux aussi qu'on parle de la réserve spéciale d'intervention. Parce que de cagnotte en cagnotte, on a l'impression de la cassette d'Harpagon où, j'allais dire, on voit Lut de Finesse se promener chez les grands d'Espagne en tenant la cassette. Non, tout ça est beaucoup plus sérieux. Et donc, nous rendrons des comptes. Nous dirons ce que nous ferons des éventuels excédents de la dotation de l'État. Tout ça, nous le dirons clairement. Ce sera le travail du bureau. Je voudrais rendre hommage notamment aux 3 questeurs qui, j'allais dire, depuis un mois n'ont pas chômé, je peux vous le dire, du lundi au vendredi, sur un président qui leur a beaucoup demandé, et sur un bureau qui est en attente. Je dois dire que ce matin, nous avons eu un échange extrêmement intéressant, nourri, positif. Et donc, à la fin de l'année, nous passerons aussi à d'autres sujets, puis nous aurons
les rendez-vous des résultats des analyses et des audits, l'organisation, l'adéquation entre les moyens financiers et les missions du Sénat. La question, cette formidable richesse intellectuelle que représentent nos administrateurs adjoints, tout le corps qui nous entoure. Est-ce qu'on continue à gérer comme il y a 30 ans? Est-ce qu'on gère autrement? Voilà des vraies questions, parce qu'il y a une formidable richesse dans cette Assemblée. Et ça, je voudrais que les Français le comprennent. Il y a une distorsion entre l'image que parfois les Français ont de nous et la qualité des travaux qui sont faits ici, des travaux qui ont un rapport au temps différent, qui ne sont pas un zapping du quotidien. Et quand on lit un certain nombre de rapports qui ont été faits ici, on s'aperçoit qu'un certain nombre de choses que nous vivons ont été posées comme alternatives dans un certain nombre de rapports. Alors, Gérard Larcher, parlons de vos relations maintenant avec les autres sénateurs. Ceux-ci ont des pouvoirs accrus maintenant avec les changements de la Constitution. Comment concevez-vous votre rôle? Est-ce que c'est d'encourager justement à développer ces nouveaux pouvoirs ou à surveiller un petit peu les sénateurs pour qu'ils n'en abusent pas trop justement? Écoutez, la réforme de juillet dernier, la réforme constitutionnelle, ouvre des pouvoirs importants au Parlement. Je ne connais pas de parlementaires, même ceux qui sont attachés au parlementarisme raisonné, qui ne souhaitent pas voir les pouvoirs du Parlement mieux reconnus. On va avoir un nouvel ordre du jour à gérer, très important. La moitié du temps va être de la maîtrise de la conférence des présidents. Donc, j'allais dire des représentants des sénateurs. Nous allons avoir une semaine dédiée au contrôle, chaque mois. Voilà des sujets majeurs qui sont au cœur de notre métier. Nous avons mis en place un groupe de travail qui prépare la réforme du règlement et qui, naturellement, aussi s'intéressera aux lois organiques. C'est peut-être compliqué pour les téléspectateurs ce soir de comprendre ce que sont des lois organiques. Mais par exemple, comment on amende? Qu'est-ce qu'amender? C'est modifier la proposition du gouvernement sur un projet de loi pour que les sénateurs donnent leur avis. Eh bien, ça aura lieu en commission. Voilà pourquoi parfois on a le sentiment qu'en séance publique, il n'y a pas toujours grand monde, mais beaucoup de nos collègues sont en commission. D'ailleurs, dans le dérouleur depuis cette semaine, il est mis que la séance publique c'est une chose, mais qu'en même temps se déroulent les séances de commission, c'est nouveau. Il faudra d'ailleurs qu'on gère mieux ce temps entre le temps des commissions et le temps de la séance publique, car beaucoup des Français et des Français ne comprennent pas où sont les sénateurs. Ils se posent la même question pour les députés. C'est d'absentéisme parfois dans l'hémicycle. Oui, et il faudra qu'on y réponde. Un mot d'actu, vous avez pu suivre sûrement sur Public Sénat ce week-end le congrès de Reims avec des socialistes qui sont très divisés. Est-ce que vous craignez que cette division rejaillisse à l'intérieur de l'hémicycle et que ça entache, ça rend difficile les travaux des sénateurs? Écoutez, je ne le pense pas, parce que d'abord Jean-Luc Mélenchon le groupe socialiste, j'allais dire, a eu plutôt un succès. Il y a 2 mois, a augmenté son nombre de sénateurs de manière significative. Ce qui traduit d'ailleurs que la loi électorale de 2003 reflète assez bien des conséquences des élections municipales. Je rappelle à des débats que nous avons eu ici, autour de cette table, il y a 3 mois ou il y a 4 mois. D'autre part, moi, je ne suis respectueux des partis politiques. Vous connaissez le mouvement auquel j'appartiens, je suis à l'UMP, et je ne me gausse jamais des problèmes des partis politiques d'alternance, parce que je suis respectueux de la démocratie. Naturellement, je vois le Parti socialiste en proie à un certain nombre de difficultés. Je regarde ces difficultés en me disant que peut-être le Parti socialiste rate un rendez-vous de la modernisation extraordinaire de son courant de pensée face à des réalités auxquelles nous devons répondre, mais nous sommes nous-mêmes UMP dans une phase de renouvellement. Depuis ce week-end, le week-end prochain, ce sera dans mon département des Yvelines, nous renouvelons les cadres de notre mouvement. Ça va être aussi l'occasion, 18 mois, 20 mois après l'élection présidentielle, de se poser la question, comment un mouvement politique comme le nôtre, mouvement majoritaire, dont le président est devenu président de la République, comment s'adapte-t-il à la donne de soutenir l'action du gouvernement, l'action du président, tout en étant une force de proposition? Dernière question personnelle, celle-là, ça fait un peu moins de 2 mois maintenant que vous êtes président. Est-ce que vous êtes toujours heureux ou déjà stressé? Ah, stressé, non. Heureux, oui. Mais en même temps, avec le sentiment qu'il y a des attentes et des exigences, et donc totalement engagé dans la mission que m'ont confié mes collègues, pas seul, avec eux, avec le sentiment que être président c'est une responsabilité, c'est un devoir, et que ce devoir implique pour moi
que majorité comme opposition trouvent toute leur place dans la maison. C'est mon état d'esprit. Et on suivra ça, bien sûr, sur Public Sénat. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Merci à vous. On va continuer maintenant avec la justice qui arrive avec Sabine Cordès dans ce studio. Le président élu des États-Unis, Barack Obama, qui veut fermer la prison de Guantanamo, un groupuscule français en prison pour faits liés au terrorisme. Le droit est parfois hésitant face aux auteurs d'actes de ce type. Explication et éclairage. Sabine Cordès ce soir sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Sabine. Ah, vous avez toutes vos notes là, il y a beaucoup à dire. C'est vrai que en plus la France vient d'être menacée à nouveau par Al-Qaïda, notamment Paris. Donc ça nous a amené à poser des questions sur la frontière de ce qu'est le terrorisme. Est-ce qu'il y a une définition du terrorisme? À quel moment on peut dire que des actes basculent dans le terrorisme au niveau de la justice? Alors c'est toute la difficulté, Pierre, du sujet, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est un acte de terrorisme. Il y a eu des modifications procédurales en 1986, en 2004. Il y a la loi de 1992 qui vient inclure une catégorie d'infractions relatives au terrorisme dans le code pénal, aux articles 421.1 et 421.2, mais il n'y a pas de définition à proprement parler. Il y a deux catégories d'infractions. Les infractions que je dirais de droit commun, qui sont l'atteinte volontaire à l'intégrité des personnes et des biens, les violences, l'enlèvement, la séquestration, le détournement des moyens de transport, par exemple les détournements des ce qu'on appelle les aéronefs, pour nous ce sont des avions. Tout ça, ce sont des actes de terrorisme à deux conditions. Qu'ils soient commis avec une entreprise individuelle ou collective et qu'ils risquent de troubler gravement l'ordre public par la terreur et la menace. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux conditions objectives et subjectives doivent être réunies et s'appliquer à ces infractions. L'autre catégorie qui vient définir le terrorisme, c'est quoi? C'est l'introduction intentionnelle dans l'atmosphère, sur le sol et dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris dans les eaux territoriales françaises, d'une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux et du milieu naturel. Donc c'est quand même très précis. Alors ça c'est une définition intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une définition qui a été créée par la loi de 1992 et vous vous souviendrez que peu de temps après il y a eu par exemple au Japon l'attaque dans le métro japonais avec le gaz de Strass. Ça peut s'appliquer exactement. S'il y avait une attaque avec le gaz de Strass dans le métro parisien, on serait dans un sous-sol, une attaque avec une substance qui serait de nature à semer la terreur, puisqu'il faudra toujours ces deux conditions, semer la terreur, évidemment, et dans le but de troubler gravement l'ordre public. Alors, parlons de la procédure maintenant, qui est quand même un petit peu particulière. Déjà, tout est centralisé à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres différences comme ça notoires? Il y a beaucoup d'autres différences, Pierre. La première différence, c'est la durée de la garde à vue. En matière de garde à vue classique, c'est 48 heures, voire 72 heures pour les trafics de stupéfiants. En matière de terrorisme, la garde à vue peut durer jusqu'à 6 jours, ce qui est extrêmement long. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des coopérations avec des États transfrontaliers. Exactement. Au lieu de 24 ou 48 heures. Elle peut être prorogée et reprorogée une deuxième fois en matière de stupéfiants, 72 heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des juges et des services de police qui sont spécialisés en matière de terrorisme, ainsi qu'un parquet antiterroriste à Paris, ce qui explique, compte tenu de cette spécialité particulière, le regroupement de toutes les infractions en matière de terrorisme au pôle antiterroriste parisien. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'enquête préliminaire. Et lors de l'instruction, on peut effectuer des saisies, des visites domiciliaires, y compris la nuit, chez les personnes qui seraient soupçonnées ou en tout cas mises en cause dans une affaire ou dans une incrimination de terroriste. Il ne faut pas attendre d'avoir un mandat, etc. Voilà, non, pas du tout, pas du tout. Il faut juste une autorisation du juge de la liberté et de la détention, mais généralement, compte tenu de la gravité des faits, le juge de la liberté et de la détention, il fera comme le parquet, pas comme le souhaite le parquet, mais je veux dire, il suivra généralement le parquet en disant qu'effectivement, il y a eu un trouble à l'ordre public et qu'il convient d'y remédier et donnera l'autorisation. Et enfin, un jugement. Les jugements sont en cour d'assises, par des cours d'assises spéciales, avec 7 jurys professionnels et 9 magistrats professionnels en appel, toujours à Paris. Les peines en matière de terrorisme, est-ce qu'elles sont plus dures, moins dures, différentes? Elles sont beaucoup plus importantes, Pierre, puisque une infraction commune, par exemple un crime qui encourrait 30 ans, et qui serait entaché de nature de plus de la gravité d'une infraction terroriste, avec les deux conditions qu'on a vues tout à l'heure, sera alors puni de la réclusion
à perpétuité. Ça, c'est le premier point. Mais il y a une autre particularité, c'est la prime aux repentis. Alors, on a vu en Italie que les repentis, par exemple, bénéficiaient d'exemption de peine ou de réduction de peine. Et bien, en matière de terrorisme aussi, il se peut qu'une personne ait participé ou ait voulu participer à la préparation d'un attentat et finalement se soit repenti, en informe les services administratifs ou les services de justice français. Dans ces cas-là, il bénéficiera d'une exemption de peine. C'est ce qu'on appelle le cas particulier de la prime aux repentis, qui est une grande particularité en matière de terrorisme. Mais il faut savoir que sur les faits de terrorisme, les peines sont bien évidemment beaucoup plus importantes. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on va passer le dernier coup de fil ensemble, puisque c'est quasiment le même sujet. Et au téléphone, Dominique Mani, bonsoir, vous êtes avocat de Redouane Khalid, votre client a passé 3 ans dans le camp de rétention de Guantanamo, un camp de rétention que Barack Obama veut fermer. Alors, il y a aujourd'hui 255 détenus, que va-t-on faire de ces prisonniers, pour la plupart non américains, et est-ce qu'on va les juger de façon équitable? C'est justement là et la question et la crainte. Puisque effectivement, vous l'avez rappelé, ces camps veulent être fermés, mais que faire des détenus? Est-ce qu'on va les transférer? Est-ce qu'on va les transférer? Où va-t-on les transférer? Si leur pays d'origine ne veut pas les accueillir, qu'en fait-on? Est-ce qu'on va les relâcher? Est-ce qu'on va les juger? Si oui, par quel tribunal? Un tribunal civil? Un tribunal militaire? Un tribunal spécial? Alors j'attire votre attention sur le fait que les Américains ferment Guantanamo, mais construisent une autre prison à Bagram, près de Kaboul. Donc je crains qu'on ne fasse que déplacer le problème. D'accord. Alors mon client m'en parlait, il me disait qu'à Guantanamo, ces geôliers disaient que les détenus Guantanamo, on les appelait les patates chaudes. Pourquoi? Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que personne ne savait quoi en faire. Dès qu'on les avait, on voulait les passer aux voisins. On ne sait pas du tout comment régler ce problème de Guantanamo, pour les raisons que je viens de vous exposer. Et quelles sont les conditions de détention à Guantanamo? Elles sont abominables. Ils sont traités moins que des animaux. J'ai une anecdote à ce sujet. Redouane Khalid me disait qu'il se trouvait dans une cage exposée en plein soleil, avec une seule bouteille d'eau pour 2 mois. Il constate que le chien de garde, lui, bénéficie d'une niche climatisée. Et il dit, j'aimerais être traité aussi bien que ce chien. Et on lui répond, ce chien appartient à l'armée américaine. Donc vous voyez un peu. Donc traiter moins qu'un animal, ça veut dire qu'on lui jette des légumes bouillis à même le sol, que sa bassine pour boire et sa bassine pour les besoins, c'est la même. Ça veut dire également qu'on le torture, ça veut dire qu'on lui fait des interrogatoires incessants. Il a servi de cobaye, mon client. C'est-à-dire que concrètement, on lui a posé plus de 100 fois les mêmes questions parce qu'il servait en fait à former les instructeurs. On se moquait totalement de ses réponses. Ce qui était important, c'était de former les instructeurs et un interrogatoire classique et un interrogatoire avec torture, avec notamment bien ce qu'on a pu découvrir, c'est-à-dire le mettre dans une pièce avec la clim à fond, déshabiller, lui lancer des seaux d'eau, le mettre dans une pièce avec des flashs pour l'empêcher de dormir et avec une musique assourdissante pendant plus de 24 heures. Ce sont des exemples non exhaustifs de torture. Merci beaucoup Dominique Mani. On va passer maintenant à la une des journaux de demain avec Saveria Rojek. Crise automobile, crise sociale et ce conflit déjà presque oublié sur les terres de la République démocratique du Congo. Les unes de vos quotidiens. Saveria Rojek, c'est la revue de presse. L'automobile en crise à la une de la Voix du Nord. Les constructeurs européens réclament des milliards d'euros d'aide à Bruxelles, des aides qui ne seront pas forcément suffisantes pour relancer la machine. Un nouveau patron pour Carrefour à la une des Échos. C'est un Suédois, Lars Olofsson, qui prend la tête du distributeur français. En pleine crise, l'Europe sociale fait front à la une de l'Humanité. Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon se sont vus aujourd'hui. La gauche du non passe à l'offensive. Et puis à noter ce rapport sur les violences faites aux femmes. C'est dans le cadre intime que les femmes subissent le plus d'agressions. Et on termine avec la Croix et l'appel au secours au Nord Kivu. Face au drame humanitaire en République démocratique du Congo, l'ONU alerte la planète. Voilà. Merci beaucoup. On se quitte avec Orséren Rousseau qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne que vous avez vu tout à l'heure, Anaïs Jeunet, Simon Barbary qui ont préparé cette émission. Tout de suite, jeu de dames avec Bariza Kari et Charles Pasqua qui sont les invités. Merci, au revoir, à demain.